Bonjour à toutes et à tous et merci de préférer votre émission dominicale Week Echo. À l'instar des autres fléaux qui minent l'humanité, les changements climatiques demeurent l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur le développement durable. Et au Bénin, la question des changements climatiques est de plus en plus d'actualité, en l'occurrence à cause de son incidence sur les populations rurales dans leur activité champêtre. Question: quelles sont les implications du changement climatique pour les zones rurales? Quelles sont les options dont disposent les populations rurales pour contribuer à atténuer les changements climatiques et pour s'adapter à leurs effets? Le dossier de la semaine va répondre à toutes ces questions avec Bio Oruniki. Il est journaliste spécialiste des questions liées à l'environnement, mais mieux encore, il est docteur en géosciences de l'environnement et aménagement de l'espace. Mais avant, ce sera le décryptage. Les agents de santé du service public savent désormais à quoi s'attendre lorsqu'ils accomplissent des heures supplémentaires, heures de garde et d'astreinte dans leurs différentes formations sanitaires. L'État vient de fixer les taux d'indemnité auxquels ils ont droit. Cette décision viserait à améliorer les conditions de vie et de travail du personnel de santé. Bonne nouvelle pour les agents de santé, on en débat avec deux confrères. Mais avant tout ça, Estelle Pazou nous présente le mini-journal. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Au Bénin, l'utilisation rationnelle des zones humides est une préoccupation des chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. À travers des travaux initiés dans la commune d'Alada, il est apparu indispensable de veiller au maintien des caractéristiques écologiques propres aux zones humides. Ernest Etegou et Ulvaeus Balogun ont cherché à mieux comprendre les approches à mettre en œuvre pour préserver cet écosystème particulier dans le contexte de développement durable. Les écosystèmes des zones humides font partie intégrante du patrimoine naturel du Bénin. C'est le cas dans la commune d'Alada où ces zones humides sont apparues pour les populations comme de bonnes terres à des fins agricoles. Nous avons constaté que, vu la diversité écosystémique des zones humides dans la commune d'Alada, les populations se sont mis dans la dynamique d'adopter des méthodes de valorisation, non seulement de valorisation, mais utiliser ces zones humides à des fins utiles. La dynamique de l'occupation du sol dans ces zones passe alors par une forte emprise de l'homme sur son milieu naturel, ce qui a une incidence tant sur les ressources naturelles que sur la population. Nos recherches ont montré que plusieurs pratiques agricoles développées dans la commune d'Alada impactent l'environnement. En ce sens que il y a des pratiques endogènes qui valorisent le milieu d'études, mais il y en a d'autres qui ternissent l'image de l'environnement ambiant. C'est la pression démographique issue des activités agricoles qui perturbe ce milieu-là. Vous savez que les zones humides constituent des zones de richesse et la vallée de Lomé constitue la deuxième après le Nil. Donc si on prend tout le Bénin, la zone d'Alada, nous avons des zones humides et qui sont très riches sur le plan faunistique et sur le plan floristique. Et si les zones humides sont très convoitées par les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, la dégradation de l'environnement apparaît comme inévitable, d'où des actions urgentes. Il va falloir reviser les techniques endogènes pratiquées par ces populations pour pouvoir mieux valoriser le milieu d'études. Eux-mêmes, ils se sont donné la tâche de mettre en place des stratégies endogènes à travers le Nîmes, le Monica, le Cadianis Canus et puis d'autres techniques, rotation et puis l'agriculture biologique là, pour pouvoir valoriser ces milieux. L'adoption d'une approche globalisante incluant la diversité biologique et suivant un programme d'aménagement des zones humides s'avère donc indispensable pour préserver cet écosystème. Les savoirs endogènes, pistes pour une recherche, c'est un livre. Il est un condensé de connaissances autochtones examiné par plusieurs enseignants et écrivains sous la direction du professeur Paulin Routondi. Le document qui a sa deuxième édition atteste aussi de la richesse des cultures africaines. Il fait partie des livres au programme pour les élèves en classe de première. Allons à sa découverte avec Judith Tossa. Rédigé par un collectif d'écrivains,
Les savoirs endogènes, piste pour une recherche, est une œuvre littéraire qui révèle les trésors cachés de la culture béninoise. Dans une mauvaise traduction anglaise, on dirait les savoirs indigènes. Il ne s'agit pas d'indigènes, on dirait savoirs autochtones, savoirs locaux. Les savoirs endogènes nous permettent de sortir de l'enfermement et de nous ouvrir au monde. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les Africains, les chercheurs africains doivent démontrer que la science n'est pas l'apanage de l'homme blanc, c'est tout simplement aussi une réalité africaine. Et il est démontré même que les plus grandes connaissances, les plus grands savoirs sont d'origine africaine. 345 pages coécrites par 14 écrivains béninois et français sous la direction du professeur Paulin Rontondi. Une invite à une prise de conscience collective. L'ouvrage, édité pour la première fois en 1994, a connu un succès, d'où sa réédition. Le système éducatif béninois a voulu inscrire au programme des enseignements cet ouvrage. Et le collègue Rontondi a pris le devant des choses pour une réédition parce que au Bénin, la première édition était déjà épuisée. Depuis quelques années, les savoirs endogènes, piste pour une recherche, fait partie du lot des ouvrages au programme en classe de première. De la maternelle jusqu'à l'université, c'est les savoirs des autres qu'on lui met dans le crâne pour avoir un diplôme. Pour avoir un emploi, il faut apprendre ce qui vient des autres. Donc, qu'est-ce que ça laisse dans notre subconscient? Que ce qui vient de nos ancêtres n'a pas d'importance. Donc, j'estime qu'il faudrait qu'on ait de tels ouvrages, qu'on en ait de plus en plus, qu'il y en ait au moins la moitié dans nos programmes. L'Afrique a ses savoirs, l'Afrique a des connaissances qui peuvent être positivées pour avoir le caractère de connaissances scientifiques universelles. Comme certains ouvrages d'auteurs noirs, celui-ci démontre que l'Afrique a des richesses et un fort potentiel de développement. Déjà en anglais, la traduction dans plusieurs autres langues est en cours. Un produit de consommation sur 5 contient aujourd'hui des substances de synthèse ou des métaux toxiques. Ces éléments se retrouvent de plus en plus dans les denrées alimentaires et beaucoup ignorent leur dangerosité sur l'organisme humain. Quels sont les métaux les plus nocifs et leurs effets sur la santé? Réponse dans ce reportage de Monique Toron et Amandine Agnamboussou. Ils sont considérés comme des éléments naturels. Les métaux toxiques font partie des roches et des sols. Les métaux toxiques, c'est des éléments chimiques qui sont dangereux pour la santé humaine. Le mercure, le plomb, le cadmium et l'arsenic font partie des métaux très mauvais pour l'environnement. Ils peuvent s'avérer même très toxiques pour les humains. L'individu qui est atteint par ces éléments peut manifester des troubles neurologiques, par exemple. Il peut y avoir des problèmes de stérilité dus à une contamination, à une forte contamination de ces éléments. Il peut y avoir des problèmes digestifs, il peut y avoir des problèmes de malformation par exemple. Ces métaux peuvent se retrouver naturellement dans les aliments ou du fait d'activités humaines. Les gaz d'échappement par exemple, les déchets, les odeurs que les usines dégagent dans l'environnement. Il y a aussi les déchets que les usines déversent dans l'eau. Par exemple, des huiles. Vous voyez, les huiles des vidanges, par exemple, c'est des huiles qui sont hautement contaminées par des métaux, tels que du plomb, du mercure. Mais on va verser ces eaux dans les eaux, dans des caniveaux. Quand il y a l'eau de ruissellement, ces eaux vont drainer ces huiles-là dans les rivières, dans les lacs, dans la mer. Et dans ces eaux, il y a les poissons qui s'y vivent. Il y a les crabes et autres là. Et nous allons consommer ces aliments-là. Vous voyez. Il y a aussi la production que nous faisons. Par exemple, quand je veux faire du jus, par exemple, il y a des machines que j'utilise. Et ces machines sont faites à base de ferraille. Et donc, quand les produits vont passer, et ces éléments vont se dégrader dedans un peu, et quand l'homme va consommer ces aliments-là, il peut être atteint par ces maladies-là. Compte tenu du large éventail d'effets sur la santé, il est essentiel de contrôler les niveaux dans les denrées alimentaires. L'analyse, c'est le but final. C'est l'analyse qui nous permet de dire « Ah, le produit n'est pas contaminé » ou « le produit est contaminé ».
mais on n'a pas l'habitude de contrôler nos produits parce que, comme on sait qu'on n'a pas ajouté des substances toxiques, on se dit que le produit n'est pas contaminé, mais c'est faux. La contamination, ce n'est pas visible. Ce n'est pas visible, c'est un phénomène naturel parfois, c'est un phénomène chimique qui se produit au moment de la production, au moment du stockage, au moment du transport, que nous ne maîtrisons pas. Pour développer un réseau de laboratoires de sécurité alimentaire et environnementale fiable, il est organisé à l'intention des représentants des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique un cours régional sur l'analyse des métaux toxiques dans les aliments. La lutte contre le mariage des enfants reste une préoccupation majeure pour le Bénin. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, UNICEF et autres organisations ont mis en place la campagne nationale Tolérance Zéro au mariage des enfants. Elle a été une fois de plus lancée cette année. Mais avant, les résultats des actions menées au cours de ces 2 dernières années d'enquête ont été exposés. Bernol Djogbe, Iliad Bokovo et Rebecca Adjinoko pour plus de détails. Le mariage des enfants est une pratique qui consiste à soumettre des mineurs à des activités sexuelles. Au Bénin, une fille sur 10 de moins de 15 ans et 3 filles sur 10 de moins de 18 ans sont soumises à cette pratique. Une pratique qui comporte des conséquences néfastes tant sur la santé des victimes que sur l'économie du Bénin. Quand on parle du mariage d'enfants, c'est beaucoup plus dangereux, je vous assure, parce qu'il s'agit des êtres qui ne sont pas encore mûrs, mais qu'on soumet à des pressions, à des actes qui ne sont pas de leur âge. Les conséquences qui en résultent sont énormes. Quand on parle des fistules obstétricales aujourd'hui, c'est une émanation des mariages précoces, des mariages forcés. Nous savons qu'aujourd'hui, les filles qui ne terminent pas le cursus scolaire et encore moins le niveau secondaire vont perpétuer la question de la pauvreté. Donc c'est une charge aussi pour le gouvernement. Selon les enquêtes réalisées par l'UNICEF, plusieurs raisons motivent les parents à donner leurs filles précocement en mariage. C'est beaucoup plus lié à la culture et à la tradition. Dans certaines de nos localités, il est dit qu'un enfant qui a déjà une fille qui a déjà menstrué, la deuxième menstrue ne se passera plus pendant qu'elle est encore avec ses parents, au risque de la laisser aller choper une grossesse qui va jeter de l'opprobre sur les parents. Et il y a aussi un système de truc qui s'installe. Les parents peut-être s'étaient déjà dit un certain nombre de choses. Quand j'aurai une fille, je te la donnerai en mariage. Et dès que l'enfant naît, il suffit qu'elle soit de sexe féminin, on lui compte des jours. Des fois même, on gave cette fille pour peut-être honorer l'engagement qu'on avait déjà donné. La campagne nationale Tolérance Zéro au mariage des enfants a été créée en juin 2017. 2 ans après, il y a eu des avancées notables. Selon les statistiques, les acteurs de cette lutte sont passés de 1% à 23% de lutte contre le mariage des enfants. Fin du mini-journal. Merci de l'avoir suivi et gardez votre position pour la suite de Wikeko. Merci à vous Estelle Pazou. Wikeko se poursuit et tout de suite, c'est la revue de presse économique, une signature de Gloria Oni. Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de la revue sur Wikeko. Ouvrons ce round-up par des informations publiées par le journal La Priorité qui nous informe de ce que le ministre du Cadre de Vie a fait cette semaine, une descente sur les chantiers de construction et de réhabilitation des rues dans la ville de Cotonou. Le journal titre à propos « Revue des travaux d'asphaltage dans la ville de Cotonou, imminente métamorphose » et note que le ministre
ministre du cadre de vie est satisfait de l'avancement des travaux d'asphaltage. Le journal ajoute qu'après avoir parcouru les routes à asphalter, les entreprises en charge du chantier ont présenté à la délégation ministérielle l'état d'avancement des travaux qui tourne autour de 25% sur une prévision de 32%. Le Matin publie la même information et titre « Exécution des travaux du projet asphaltage à Cotonou. Le gouvernement satisfait de l'évolution ». Plus loin, le journal revient sur son affirmation. L'auteur de l'article relativise et rapporte les propos du ministre qui a relevé certaines insuffisances qu'il a notées au cours de son périple. « Je ne suis pas satisfait de plusieurs plans, à savoir sur certains lots à cause des retards, des malfaçons, du non-respect des normes de sécurité, des pénibilités par rapport à la vie des populations riveraines. De la route, passons à la santé pour nous intéresser à la maladie de la dengue qui fait parler d'elle depuis quelques jours au Bénin. L'information a fait la une de plusieurs journaux. Fraternité qui rapporte les propos du docteur Germain Gilles Padonou, c'est un moustique que nous retrouvons dans nos maisons et qui est très anthropophile, qui est à l'origine de la maladie. Le journal publie dans sa parution du mercredi 12 juin les conseils du médecin et écrit « Comment éviter la maladie de la dengue ?» Les explications du docteur Germain Gilles Padonou. Le médecin demande aux populations d'éviter d'abandonner les pneus, l'eau au niveau des jarres et d'éviter de jeter les boîtes de conserve n'importe où après utilisation. Le même quotidien dans une autre parution titre « La maladie de la dengue frappe à la porte du Bénin. Les précautions à prendre ». Le journal qui cite le communiqué du ministre à propos de la maladie nous apprend que pour repousser la propagation de la dengue loin de nos familles et de nos communautés, nous devons assainir notre cadre de vie en le rendant propre. Le journal appelle les populations à détruire les gîtes de larves de moustiques. Pour clore cette revue, parlons maintenant du paiement des primes de rentrée allouées aux enseignants pour le compte de l'année académique 2019-2020. La presse du jour nous apprend que le paiement des dites primes débute à partir du mois de juin. Le journal poursuit et précise qu'à partir du 16 juin, les enseignants de la Takora et de la Donga vont rentrer en possession de leurs sous. Ceux du Borgou et de la Libori seront servis du 23 au 28 juin, tandis que les enseignants des autres départements toucheront leurs primes du 16 juin au 20 juillet 2019. Le Matin, de son côté, affiche et met en manchette « Paiement anticipé des primes aux enseignants pour une rentrée scolaire sans perturbation ». Le journal ajoute que le gouvernement informe à travers un communiqué qu'il invite les enseignants à participer à ces travaux pour veiller à ce qu'aucun enseignant concerné ne soit brimé. Fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Gloria Oni, pour cette belle présentation. On enchaîne sans plus tarder avec les confrères sur le plateau du décryptage. Les agents de santé publique, du service public, désormais les chouchous du gouvernement. C'est du moins le constat qu'il convient de faire après la prise du décret portant fixation des indemnités de grade, d'astreinte et d'heures supplémentaires dans les formations sanitaires publiques. Des avantages pour un secteur très souvent délaissé et dont les agents se retrouvent parfois dans des conditions de travail très misérable. Mais l'augmentation des primes et des indemnités suffisent-ils pour contenter les agents de santé? Je le disais, on va en parler avec deux confrères sur ce plateau. Sergino Lokossou du quotidien Le Potentiel. Bonjour Sergino. Bonjour Ivaïus, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, à vos côtés, Marcel Kossi-Kakpo, journaliste à la télévision Carrefour. Bonjour Makaël. Makaël, voilà. Bonjour à vous Ivaïus. Désolé d'avoir écorché votre prénom. Non mais écoutez, ça arrive, ça n'arrive qu'aux humains. C'est Makaël Kossi-Kakpo, c'est pas Marcel. C'est sûr que vous en connaissez. Et de Marcel, vous en connaissez assez. Bien voilà, merci pour l'invitation. Alors, Makaël, on va démarrer par vous. Cette décision du gouvernement, vous pensez qu'elle est la bienvenue, qu'elle vient à pic?
Eh bien, oui, je ne saurais dire le contraire. En ce sens que c'est une, je ne sais pas, comme vous le dites, ça vient un peu comme, je ne dirais pas du pain béni, parce que les agents de santé, les médecins, les paramédicaux, tout, je crois que c'était déjà des choses auxquelles ils étaient habitués, mais il s'est fait que, bon, depuis un moment, parce que l'on doit entreprendre des réformes, on a dû couper ces avantages-là, histoire de revoir un peu comment est-ce que ça se faisait. Et maintenant, on est en train de revenir. Je crois même qu'on veut mieux faire, on veut faire mieux qu'autrefois. Et donc, c'est bienvenu, à mon avis. Je crois, je ne connais pas un seul agent de santé qui puisse dire non mais écoutez, je ne veux pas, donc gardez votre affaire là. Moi, Alors, Sergino, c'est du pain béni pour les agents de santé. Est-on tenté de dire que le gouvernement a tenu ses promesses vis-à-vis de ce secteur? Je crois que le gouvernement est dans une certaine logique. Depuis la session au pouvoir du président de la République, il a commencé par opérer des réformes. Tout à fait. Et dans le secteur de la santé, qui est un secteur vraiment laissé pour compte, comme vous l'avez dit à l'entame, il a opéré un certain nombre de réformes en temps. Les primes dont on parle aujourd'hui, ça a été coupé aux médecins, aux agents de santé en général. Aujourd'hui, on leur redonne ces primes-là. Je ne parlerai pas du pain béni, je parlerai de la tenue d'une promesse. Et comme vous l'avez dit, ces primes à elles seules ne suffisent pas pour vider complètement le problème ou les problèmes qui se posent à l'hôpital aujourd'hui. Je crois que c'est bon de motiver les médecins. On doit les motiver parce qu'ils font un travail appréciable. Ils manient la santé humaine, la vie humaine, on va dire, et donc ceux-là, il faut les motiver. Le gouvernement a compris qu'il faut motiver les médecins, et donc il a redonné leur prime, on va le dire comme ça. Mais c'est bon de redonner les primes, c'est bon d'encourager les médecins, je crois. Mais ce que certains n'ont pas apprécié, c'est le tapage médiatique qu'il y a autour. Ils n'ont pas apprécié, c'est comme si c'est du nouveau, c'est comme si ça n'existait pas. En réalité, ça existait. En réalité, ça existait. Et donc, pour le commun des mortels, pour celui-là qui n'est pas imprégné de ce qui se passe au niveau de ce secteur, c'est comme si c'est du neuf, alors que c'est du vieux. Mais un effort a été fait, il faut encourager, si cet effort qui a été fait, qui est de redonner encore ces primes aux médecins qui souffrent beaucoup. Il faut alors, mieux, au-delà de leur redonner cela, je crois que ça a été augmenté. Bon, mais écoutez, augmenter, oui, en ce sens que si vous gagnez autrefois 25 francs et que désormais vous avez commencé à gagner à 50 francs ou même 6 francs, il faut avouer, il faut reconnaître qu'il y a eu une augmentation, il y a eu un changement heureux. Nous devons le dire, nous devons le reconnaître, un peu comme le disait Sergino. C'est vrai, c'est des indemnités qui existaient déjà, ça existait, mais je crois, je l'ai dit aussi, bon, vu que l'on a voulu apporter des retouches, des réformes dans le secteur, on a dû couper tout ça, et pendant qu'on a coupé, c'est vrai, on a coupé, mais bon, il y en a qui recevaient ce qu'on a appelé des primes de repas. Des primes de repas, 5 000 pour certains, 1 000 francs pour d'autres. Et donc, je crois qu'ils sont très peu, ceux-là, ces agents de santé-là, qui pensaient qu'un jour, on va leur ramener les primes et les indemnités. Ils ne sont pas en grand nombre. Et donc, je ne dirais pas que c'est du pain béni, mais toujours est-il que c'est bienvenu. Et je crois que, même s'ils n'applaudissent pas tous la chose, ils l'acceptent quand même. Bon, qu'on fasse un tapage médiatique autour, bon, il faut comprendre, hein, c'est un peu comme, voilà, je nous invite à prendre un déjeuner quelque part, quelle que soit la valeur du déjeuner que je vous offre, je fais en sorte qu'on en parle, et donc, vous votre bonne foi. Eh bien, voilà, quoi, donc, écoutez, on ne peut pas en vouloir à X ou à Y d'en faire un tapage. Même si on a ramené ces taux, il faut dire qu'aujourd'hui, ou plutôt avec la prise de ce décret, maintenant, il y a les internes qui sont pris en compte, il y a les étudiants en santé qui reçoivent également aujourd'hui avec ce décret. Avant, ce n'était pas le cas. Oui, c'est vrai, avant ce n'était pas le cas, et ces internes, ces étudiants, comme tu le dis, c'est des gens qui font partie aussi de la corporation, c'est des gens qui aujourd'hui sont appelés à entrer dans la corporation, et puisqu'ils y sont déjà et qu'ils apportent
ils font des offres, voilà, c'est comme ça, on est en train de nous exprimer en termes d'offres, qu'ils font des offres, je pense et je trouve légitime et légal que ces primes-là puissent les toucher également. Et donc ça ne se faisait peut-être pas, c'est à l'actif du gouvernement, je ne sais pas si je dois parler du gouvernement ou de la commission docteur Ivy Blaise, parce que tout ça, je crois... C'est à l'actif du gouvernement, puisque le Bon, gouvernement, écoutez, c'est le gouvernement qui sort les sous. Bien sûr, puisque c'est le gouvernement qui va payer tout ça. Et donc, comme le disait Serginos également, je ne pense pas que ces primes-là, ces indemnités-là, qu'on alloue à nouveau aux agents de santé puissent à elles seules résoudre tous les problèmes qu'il y a dans le secteur. Je crois qu'au-delà de ça, c'est déjà les prémices de ce que... On va en parler tout à l'heure, mais avant, Sergino, il y a un petit problème qui se passe, ou plutôt un petit vent de soulèvement, on ne va pas dire vraiment soulèvement, mais au regard des disparités dans les fonds qui sont alloués. Les médecins, les infirmiers, ils ne sont pas payés, ils ne reçoivent pas les mêmes primes. Et pourtant, selon certains, les infirmiers travailleraient plus que les médecins dans la chaîne. C'est ce qui est dit, c'est ce que nous apprenons, c'est ce que les rumeurs nous donnent. Oui. Mais il faut dire, le médecin, il est plus gradé que l'infirmier. C'est le médecin qui vient quand il y a des opérations à faire, des opérations. Mais avant l'opération, il faut préparer le patient. Il faut préparer. Ça, c'est du rôle de l'infirmier. Nous savons tous que c'est le rôle de l'infirmier, mais il faut vous dire que c'est un secteur qui est organisé, très organisé, et il faut faire les choses selon l'organisation de ce secteur. Ce n'est pas parce que l'infirmier est là, il prépare, non, c'est ainsi. La chose est disposée de cette manière, c'est lui qui doit préparer le plateau peut-être, et le médecin vient pour opérer le malade. Ce qu'il y a est que le gouvernement a compris. Ceux qui sont dans le secteur, c'est-à-dire, quand je parle du gouvernement, le ministre de la Santé et ceux-là, les conseillers qui viennent en appui au ministre, ont compris, c'est eux qui maîtrisent le secteur, ils ont compris qu'il faut faire de cette manière, il faut respecter les grades, il faut donner aux médecins ce qui est à donner aux médecins, les infirmiers également. Donc je crois que ça soit au Bénin ou ailleurs, l'infirmier ne peut pas gagner la même chose que le médecin, quel que soit le travail qu'il va abattre. Le médecin reste le spécialiste, c'est lui qui est le plus gradé, le plus diplômé, on va dire. Donc, je crois que si on prend la chose de cette manière, on ne peut pas quand même donner plus d'argent à l'infirmier. Mais on pourrait tout au moins avoir le même taux. Oui. Pas le même taux forcément, mais je crois que le gouvernement va essayer ou doit travailler à trouver la formule qu'il faut pour que les uns ne se sentent pas frustrés, lésés. Donc je crois que c'est à ça qu'il faut en arriver. Maintenant, le truc que je veux souligner, c'est que les primes, comme l'a dit tout à l'heure, elles sont bonnes, mais dans le même environnement, dans la sous-région, il faut voir qu'est-ce qui est pratiqué ailleurs. Est-ce que le taux pratiqué ailleurs est le même qu'ici? Parce qu'il n'y a que des médecins béninois qui quittent le pays pour aller exercer dans d'autres pays. Qu'est-ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour éviter la fuite de ces cerveaux? Parce qu'il faut vous dire que ce soit au Bénin ou ailleurs, que ce soit en Afrique ou ailleurs, le médecin béninois est très compétent, il est très sollicité, comme on le dit. Maintenant, le travail qui doit être fait, c'est au-delà de ces primes, c'est de motiver encore le médecin, motiver le médecin à rester chez lui, à travailler au Bénin. Parce que je crois que les 5 000, les 10 000 ne vont pas suffire à maintenir un médecin au Bénin. Donc c'est un travail qui doit se faire fondamental, qui doit se faire, un travail de fond qui doit se faire pour motiver le médecin, parce qu'on a besoin des médecins au Bénin et des médecins également. Il faut les hôpitaux. Aujourd'hui au Bénin, est-ce que les hôpitaux répondent aux normes? Est-ce que les médecins qu'on motive aujourd'hui, est-ce qu'ils ont l'outillage nécessaire pour travailler? Parce que c'est ça le problème fondamental. Alors, mais il faut dire qu'avant la prise de ce décret, justement, le gouvernement avait exigé, ou plutôt demandé aux médecins de choisir entre le privé et le public. Oui, et c'est ceux qui sont allés au public. Le choix ne se pose pas. Je parle de c'est une façon de les motiver à rester dans le public. Oui, je n'en dis même pas. Les motiver à rester, ils vont rester, mais est-ce qu'il y a les équipements nécessaires pour travailler? C'est ce que moi je dis. Aller à Porto-Novo, aller au nord pour voir, il n'y a pas le matériel de base pour pouvoir opérer les médecins. Je dis les médecins, les malades, les patients. Donc moi je dis,
au-delà des primes, il faut penser également à revoir tout le système de santé, les hôpitaux. Il faut équiper les hôpitaux. Les médecins, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Ouais. C'est bon, des primes, elles sont bonnes, mais il faut que le plateau technique soit au point. Alors, Makaël, le problème de l'équipement dans nos hôpitaux se pose. Ah oui, le problème, il se pose et je ne sais pas, moi je ne vois pas aussi proche le bout du tunnel, parce que là, c'est de gros investissements. Et je suppose, ou je m'attends à ce que le gouvernement en place sorte une baguette de magie. Mais toujours est-il que c'est possible. On peut y arriver petitement à petits coups, d'accord, on va y arriver. Et je crois que de toute façon, puisqu'on ne peut pas tout faire à la fois, comme on le dit, qui trop embrasse, mal étreint. Et donc, je pense que le gouvernement a compris qu'il faille aller pas à pas. Et après que l'on ait demandé aux uns et aux autres de choisir entre le secteur privé et le secteur public, les implications sont ce qu'elles sont. Tout de suite, on a compris que bon, les agents de santé dans le secteur public, ils ont commencé à être débordés. Ils ont commencé à être débordés puisque le personnel a diminué. Le personnel a diminué et la demande est là. Mais l'offre n'était forcément pas à la taille de la demande. Et donc, c'est pourquoi je suis peut-être d'accord avec Sergino quand il parle de motivation. C'est une source, c'est une motivation. Et donc, je crois qu'après cette motivation-là, celle qui doit suivre, c'est déjà mettre à disposition ce qu'il faut pour pouvoir travailler comme il le faut. Parce que je crois que là, on est en train d'essayer d'améliorer les conditions de travail. Les conditions de travail, bon, quand on aura fini d'améliorer les conditions de travail, on va maintenant faire face aux conditions de vie parce que là, il faut le dire. Mais ce que moi, je souhaite également que la logique le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien, soit également appliquée dans le secteur de la santé. Quand vous prenez le secteur économique, Wadaï, le ministre Wadaï, il ne fait pas autant de bruit, mais il y a des résultats. Il est apprécié au-delà à l'échelle du continent, il est apprécié. Moi, je souhaite que le Bénin fasse la même chose. Oui, mais vous savez, quand on ne communique pas, les Béninois ne savent pas ce qui se fait. Évidemment, il faut communiquer, je ne refuse pas, mais il faut de la mesure, comme on le dit. Moi, je dis, aller à l'intérieur du pays, aller à Porto-Novo, à côté, il y a des problèmes qui se posent. Même le grand centre hospitalier de Porto-Novo, il y a des problèmes. Moi, je suis allé là-bas, il y a des problèmes qui se posent. Au nord, il y a des problèmes qui se posent. Donc, dans ces villes à statut particulier, il faut quand même que les hôpitaux, les grands hôpitaux qui sont dans ces villes-là ne souffrent pas de plateau technique. Encore qu'à Cotonou, il y a que les médecins ont des difficultés à opérer des malades parce qu'il n'y a pas d'instruments. Alors que quand vous les rencontrez, quand vous discutez avec ces médecins, ils refusent de parler. Je ne parle pas de ceux qui sont nommés, ceux qui sont des directeurs départementaux, non. Je parle de ceux qui opèrent, ceux qui travaillent. Quand vous allez, ils vous disent des choses pas possibles, des instruments qui ne coûtent même pas 2 millions. Et on ne peut pas opérer. Donc, ils n'en ont pas. Donc, je crois que c'est un coffret, en fait. Il faut motiver. Mais il faut essentiellement que les hôpitaux soient équipés. Et l'autre enjeu, au-delà de l'équipement, c'est aussi la formation. La formation, le recyclage, la formation continue. Il faut renforcer les compétences des médecins, pas les mettre en situation d'étudiants. Non, il faut leur dire, il faut renforcer les capacités, organiser ça. Et je crois qu'avec l'Ordre national des médecins du Bénin, la chose se fait déjà. Je crois que j'ai suivi un peu l'actualité au niveau de l'ordre. Ils ont fait récemment une formation au niveau des médecins qui sont dans le nord du pays. Donc je crois qu'il faut multiplier ces genres de trucs-là, de formation, renforcer les capacités des médecins, comment le médecin doit accueillir le malade. Parce que quand tu es souffrant et le médecin ne t'accueille pas bien, tu ne peux pas faire ce truc-là. Donc en gros, il faut encourager l'effort qui est fait. Le gouvernement, il fait assez, il opère des réformes, c'est bon. Il faut encourager les réformes, surtout dans le secteur de la santé. Parce que quand vous n'êtes pas bien portant, vous ne pouvez rien faire. Je suis bien portant, c'est pourquoi je suis venu sur ce plateau. C'est pourquoi je parle. Alors, Makaël. Je ne sais pas, mais j'ai pu comprendre que Sergino pense que Benjamin Nkpati, le professeur Benjamin Nkpati, communique plus que. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Qui ne communique en tout cas, lui souhaite qu'il n'y ait pas autant de bruit. Je souhaite que. Non, je ne dis pas que le professeur Nkpati ne communique pas. Non, je ne dis pas ça. Je parle du secteur en général. Il s'est fait que c'est lui qui est le patron du secteur. Je ne dis pas
qui communiquent assez. Mais je dis ce que moi je demande, c'est que quand vous allez à l'intérieur du pays, quand vous sortez de Cotonou, et le ministre même le sait, ses conseillers le savent, les réalités ne sont pas les mêmes. Le problème, il demeure, et ils le savent. Et je crois, parce que je pense, il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés et qui continuent d'être posés. Je crois, la question du plateau technique, je ne dirais pas que les gouvernants n'en sont pas conscients. Ils sont peut-être en train de réagir et ils vont certainement nous surprendre. Mais pour l'instant, pour ce qui est, je ne sais pas, ce qui est faisable pour l'heure, je pense qu'ils sont déjà en train de le faire. Parce que juste après que l'on ait demandé aux uns et aux autres de choisir entre servir la fonction publique dans le privé ou dans le public, il y a eu ce problème-là de déficit de personnel qui s'est posé. Et tout de suite, moi, j'ai salué, c'est un acte qui a été pris et que j'ai salué d'ailleurs. Je ne sais à qui on le doit cet acte, mais toujours est-il que les cadres du ministère de la Santé, le ministre a sorti un planning où il est fait de sorte que ceux qui sont dans des directions puissent aller, ne serait-ce qu'une seule fois par semaine, aller dans les centres de santé et offrir leurs prestations aux populations. Et donc, je pense que même si ça ne résout pas totalement le problème de déficit, c'est déjà un début. Et donc, moi, je pense que le gouvernement est dans cette dynamique-là, fait déjà ce que l'on peut déjà faire. Alors nous n'avons plus assez de temps. J'ai une question, la dernière, à vous poser. On va y aller en quelques 30 secondes chacun. Pensez-vous que cette revalorisation peut-elle induire une accalmie sur le front social? Bien sûr. Je crois qu'on a d'ailleurs commencé par là. Si déjà cette augmentation ou le fait que l'on ramène déjà ces indemnités-là peut apporter de la joie au cœur des agents, c'est tant mieux. Parce que vous imaginez, si un agent de santé doit rester, doit faire de la garde, comme on le dit, alors qu'il n'a que 1000 francs comme prime de repas, écoutez, je ne dirais pas, je ne vais pas justifier son humeur, d'accord, mais toujours est-il que, bon, il dirait, bon, écoutez, j'ai intérêt à faire ce que je fais, à le faire très bien, maintenant que, bon, je sens comme une sorte de rétablissement, voilà. Et donc, je pense que ça va forcément changer quelque chose, ça va changer beaucoup d'ailleurs dans la prestation, dans les offres de ces agents de santé-là. Et donc, je pense que ça va apporter un changement positif. Il n'y a pas meilleure motivation que le nerf de la guerre. Quand vous sortez de la maison le matin, déposez 5 000 francs à madame, revenez à midi, donnez-lui encore 10 000, elle va applaudir. Donc, je crois qu'aucun médecin, à l'heure actuelle, n'a refusé. Mais certains, notamment les syndicalistes, les acteurs sociaux, parlent qu'il y a une médiatisation qui est faite de la chose et qui n'ont pas du tout apprécié. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Le problème de la santé est un problème global. C'est bon, au-delà des primes, il faut quand même que des hôpitaux soient équipés. Et c'est ce que je souhaite, c'est bon. Il faut encourager l'effort qui est fait et j'encourage le gouvernement parce qu'il opère des réformes audacieuses, même si, par un moment donné, c'est sévère, c'est bon, on a besoin de réformes. Le pays a besoin d'être mis sur les rails, comme on le dit, et il faut le faire. Nous avons besoin du développement. En 1960, on était devant la Chine. Aujourd'hui, la Chine est très loin de nous. Espérons qu'on y arrive. Merci, chers confrères, pour le décryptage des implications de ce décret portant fixation des indemnités de garde, d'astreinte et d'heures supplémentaires dans les formations sanitaires. J'étais avec Sergino Lokossou du quotidien Le Potentiel, avec Makaël Kossi Carpo de la télévision Carrefour. Tu as retenu la leçon. Merci, chers confrères. Merci à vous d'être là. Nous restons en place pour le dossier de la semaine. Je le disais, on parle ce matin des changements climatiques et de leur incidence sur les zones rurales. Les populations rurales sont en effet les plus exposées à cause de leur activité agricole, inéluctablement dépendante du climat et fortement impactée par ses effets pervers. D'où l'adoption de nouveaux comportements et de nouvelles stratégies d'adaptation. Mais avant de recevoir notre invité, suivons cet élément témoin.
Les pratiques agricoles et pastorales sont en partie responsables de la destruction du sol. Sensibiliser les populations en amont favoriserait la technique d'adaptation anticipative. Car en réalité, les populations rurales, pour une large part, ignorent que leur comportement peut être à l'origine du changement climatique. La recherche scientifique fait beaucoup d'efforts. Il y a des études, des thèses et autres. Mais qu'est-ce que l'information climatique, l'information par les radios de proximité, la radio communautaire peut, c'est-à-dire cette information peut apporter aux producteurs pour les enlever leur perception qu'ils ont. C'est des dieux qui se sont fâchés, c'est parce que c'est tel totem qu'on a fait qu'il ne pleut pas. Alors que c'est les actions anthropiques que nous menons, la dégradation des écosystèmes qui amène cette variabilité du climat au niveau local. Dans ses recherches, Bio Oruniki s'est rendu compte que le manque d'information des populations est l'une des causes de cette situation. Il suggère alors une stratégie pour la sensibilisation des populations à travers les radios communautaires. L'importance de la problématique du changement climatique aujourd'hui, qui domine les autres problèmes d'environnement dans le monde entier. Je crois que la communication pour le changement de comportement devient en quelque sorte l'échine dorsale de la gouvernance du changement climatique. Et la communication ne peut se faire que par un spécialiste de la chose pour que les concepts soient expliqués dans la forme et le fond pour que les populations puissent saisir les enjeux. On peut par conséquent éviter le péril écologique en adoptant des stratégies efficaces de lutte contre les changements climatiques. Sensibiliser nos populations à adopter des comportements pour une agriculture durable, un élevage durable, ça va de leur suivi et ça va également des ressources que ces populations tirent des écosystèmes. Selon les études effectuées par Bio Oruniki, dans sa thèse de doctorat, 77% de la population rurale souffre d'un déficit d'information sur les enjeux du changement climatique. D'où la nécessité de la mise en place d'une véritable politique d'information et de sensibilisation en direction du monde rural. Ainsi donc, il faut que la population s'adapte au changement climatique. Et on va évoquer tous ces aspects avec notre invité, Bio Oruniki. Il est journaliste spécialiste des questions liées à l'environnement et il est docteur en géosciences de l'environnement et aménagement de l'espace. Bonjour, monsieur Niki. Bonjour, chers confrères. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous disiez lors de votre soutenance de thèse que le changement climatique reste l'un des grands problèmes d'environnement de l'époque contemporaine et l'inaccessibilité des populations rurales à l'information climatique demeure une préoccupation. Que comprendre? En fait, les populations rurales dépendent des ressources naturelles que sont la terre. Et pour tirer profit de cette terre, il faut de l'eau, il faut qu'il pleuve. Nous avons une agriculture pluviale ou encore une agriculture sous pluie. Mais quand il ne pleut pas, les populations ne savent où mettre la tête. Alors qu'il y a du dispositif des services météo qui doit pouvoir nous donner les prédictions, les prévisions sur la pluie. Et quand on sait le rôle des médias dans tout ce qui est de la société, les populations devraient pouvoir être informées par les radios de proximité de quand est-ce qu'il aura plu, de quand est-ce qu'il aura des périodes de sécheresse pour mieux s'adapter, pour mieux arrimer leurs activités et à la saison en cours. Mais ces paysans se retrouvent dans un vide où n'ont pas ces informations, ce qui crée le déclic et ce qui crée l'inquiétude, la panique. Mais en réalité, est-ce qu'il y a des activités en milieu rural qui favorisent le changement climatique? Effectivement, en fait, quand vous voyez le système de l'agriculture itinéraire sur brûlis que nous avons avec de défrichage massif, vous restez à perte de vue, vous ne voyez rien. Vous avez la culture extensive, je ne veux pas dire de certaines spéculations commerciales. Vous avez les feux de brousse, comme nous avons le système d'élevage qui est extensif, où on ne dépend que du parcours à faire journalièrement pour faire paître le bétail. Nous avons l'exploitation forestière, où en réalité nos forêts classées n'existent que de nom. Donc toutes ces activités anthropiques favorisent la variabilité climatique locale. Mais quand on voit également l'explosion démographique aujourd'hui, ne fait point de doute, la Terre n'est pas extensible. La population augmente et quand vous voyez la pression, l'empreinte écologique sur ces milieux naturels,
il n'en demeure pas moins qu'à court long terme, les populations migrent même pour aller vers d'autres localités parce que le milieu ne répond plus à la pratique agricole. Alors, quelle est la perception, vous avez travaillé sur le sujet, quelle est la perception des populations sur la question du changement climatique? Les populations pensent en réalité, quand il ne pleut pas à temps opportun, que c'est les dieux qui se sont fâchés, ils vont faire des sacrifices. On commence pas... Encore à ce jour, on pense que ce sont encore à ce jour, bien sûr, ils trouvent des fétiches ailleurs, des dieux qu'il faut aller implorer pour que la pluie tombe. En réalité, c'est que leur perception, mais c'est parce qu'il n'y a pas réellement l'information scientifique qui devait être mise à leur disposition pour leur permettre de s'en rendre compte que c'est leur comportement du quotidien qui dégrade les écosystèmes dont ils dépendent pour leur revenu et leur subsistance. Et donc, ils font venir les fétiches pour vous faire tomber la pluie? Ils vont au niveau des fétiches, ils y vont pour dire qu'il faut qu'il pleuve. Ils demandent parfois aux autres d'aller prier dans les mosquées pour que la clémence de Dieu par rapport à nos péchés, pour qu'il pleuve. Mais loin de là, c'est nos comportements anthropiques du quotidien. Ce n'est pas seulement les pays industrialisés, mais également chez nous, nos pratiques agricoles et nos pratiques du quotidien font qu'il ne pleut pas. Alors, parlons de la gouvernance climatique. Comment est-ce que vous pensez qu'elle devrait être mise en œuvre ou mise en place? Bon, la gouvernance climatique, d'abord, il faut dire qu'au Bénin, nous avons depuis 2004 une gouvernance de l'environnement et la gouvernance climatique devait s'insérer dans cette gouvernance. Oui. En fait, gouvernance climatique, ça veut dire quoi? Elle peut s'entendre au niveau local, régional et même national. Ça veut dire c'est des institutions, c'est des acteurs qui doivent travailler ensemble pour faire face au changement climatique. Déjà, le ministère du cadre de vie élabore des politiques. Les politiques et les ONG sont là parfois pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions sur le terrain. Les partenaires techniques sont là, les médias sont là, les populations sont là. Donc, c'est tout. Et les universités qui font des recherches. Donc, ces recherches doivent être également mises à disposition du public et par le canal des médias. Donc, les médias sont des acteurs transversaux dans cette gouvernance climatique pour dire quelles sont les conventions que l'État a ratifiées, comment ça doit se faire, quelles sont les politiques nationales en matière de changement climatique. Bon, vous avez, les populations ignorent de ce qui se fait. Les médias locaux, les radios de proximité ignorent de ce qui se fait en matière de changement climatique. Donc, c'est l'ensemble de ces institutions, de ces acteurs qui doivent être impliqués et imbriqués pour faire face au phénomène du changement climatique. C'est dans ça qu'on doit mettre la gouvernance climatique. Et c'est justement pourquoi vous avez mis l'accent sur l'implication des radios communautaires qui sont au contact des populations. Faudrait-il un recyclage à l'endroit de ces radios-là? En fait, les radios communautaires font de la communication de proximité. Et ces radios, d'abord, ont des atouts à cause de leur accessibilité à 3 niveaux. L'accessibilité géographique, c'est-à-dire la distance à parcourir pour avoir accès à une radio communautaire n'est pas si longue. Nous avons l'accessibilité économique où, en réalité, on n'a pas besoin d'assez d'argent pour écouter un poste récepteur avec 200 francs de pile, on l'a. Et même pour les prestations, on n'écoute pas. Et nous avons l'accessibilité culturelle où les radios parlent aux populations en leur propre langue qu'elles comprennent. Donc ces radios constituent des maillons très importants dans la gouvernance climatique. Et ça permet de toucher les populations puisqu'on leur passe l'information dans leur langue. On leur passe l'information dans cette langue et les populations même deviennent actrices, c'est-à-dire des personnes ressources dans le cadre de la production d'un certain nombre d'émissions publiques sur le terrain pour même relever certains problèmes et voir quelles sont les solutions envisagées. Donc il faut un recyclage au niveau des acteurs de ces radios pour leur permettre de traiter de cette question qui est d'une sensibilité technique. Tout à fait. Alors au-delà des travaux de recherche que vous avez faits, vous en êtes arrivé à quel résultat? Le résultat actuel, c'est que franchement, rien ne se fait beaucoup en matière d'information des populations sur le changement climatique. Et la 3e communication nationale sur le changement climatique, qui est un document de politique qui a été validé fin mai 2019, l'a reconnu que des efforts ont été faits, mais beaucoup reste à faire en matière d'accès du public à l'information et même en matière des médias à l'accès à l'information climatique. Sur quel levier, il faut mettre l'accent pour arriver à toucher ces populations? Le levier, d'abord, il y a les universités. Ces universités collectent les informations au niveau des populations, mais ne vulgarisent pas assez ces activités. Il y a également les pouvoirs publics qui sont interpellés parce qu'il y a également les collectivités territoriales qui ont pris part à la validation du 3e document national sur le changement climatique. Donc, tous les collectivités locales, les maires, devraient mettre à la disposition des radios communautaires un certain nombre d'informations
des recherches et autres, des partenaires qui viennent travailler sur le changement climatique. Donc c'est tout un tas d'acteurs, mais beaucoup plus actuellement au niveau local, c'est les collectivités territoriales qui devaient être en synergie avec les radios communautaires pour mieux sensibiliser les populations qui se vivent au niveau local. Alors le problème se pose alors au niveau des collectivités territoriales, oui, plus. Beaucoup plus parce que les collectivités territoriales devaient exiger à tous ceux qui font des recherches au niveau de leur territoire de leur déposer une copie ou de venir faire une synthèse pour que les populations soient les mieux informées des résultats de leurs recherches afin de savoir quelles sont les dispositions idoines à prendre pour faire face au changement climatique. Alors à l'heure actuelle, avec le document dont vous avez parlé, le document national qui a été élaboré sur les changements climatiques, est-ce qu'il y a des recommandations qui sont faites à l'endroit de ces collectivités territoriales, même à l'endroit des populations, parce qu'il faut un changement de comportement? En fait, la troisième communication nationale sur les changements climatiques, c'est un document de politique nationale. Il a des recommandations et ces recommandations sont déclinées selon les acteurs. Parce que nous avons l'Association nationale des communes qui a été la structure représentée et elle a son tour de voir avec les maires, comment il faut décliner. Mais il est également vécu aujourd'hui que les troisièmes plans de développement communaux ont intégré les changements climatiques dans les activités locales de développement. Mais ce qui ne me satisfait pas trop, parce qu'en réalité, là, ils n'ont pas touché les vrais problèmes de changement climatique, parce que la question d'hygiène, la question d'assainissement n'est pas une question de changement climatique. Le changement climatique est au-delà. Parce que ça impacte directement les activités agricoles et d'élevage. Quand il n'y a pas de pâture, il ne pleut pas autant qu'il faut pour avoir des herbes. Quand après les dernières pluies, il a une sécheresse, une raréfaction des ressources pour l'éleveur. Il est obligé de migrer. Et quand un éleveur migre, c'est la commune qui paie. Oui, tout à fait. Alors, mais vous recommandez quoi? Si vous n'êtes pas satisfait de ce qui est là dans les PDC? Oui, nous recommandons une meilleure implication des radios communautaires dans tout ce qui se fait en termes de problèmes. Vous voyez que je viens de parler de la troisième communication, mais je me demande si les médias ont été associés dans cette planification. Il faut désormais une meilleure implication des médias en amont, tant dans la planification et dans la mise en œuvre, afin après qu'on puisse évaluer ce qui a été fait. C'est un peu ça ma recommandation. Et que les scientifiques, les chercheurs également, puissent également associer les médias pour faire savoir réellement qu'est-ce qui se fait. Vulgariser au mieux qu'est-ce qui se fait. Parce que c'est ça qui permettra aux populations d'avoir accès à l'information dont elles ont besoin en réalité pour leur enlever leur perception. Merci à vous, M. Bio Oruniki. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais tout le plaisir était à moi. De plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste des questions liées à l'environnement. Vous êtes également docteur en géosciences de l'environnement et aménagement de l'espace. Merci pour vos précieuses contributions. Et merci d'avoir manifesté de l'intérêt pour ce travail. Je vous en prie. Week Echo de ce dimanche prend fin ici. Merci pour votre aimable attention. Merci à l'équipe technique pour le travail qui est fait au quotidien. À dimanche prochain.